Il est 23h30, vous êtes sur le point de vous endormir, quand soudain une pensée surgit. Est-ce que j'ai bien répondu à cet email important ce matin? En quelques secondes, votre cerveau s'emballe. Il passe en revue les pires scénarios. Une heure plus tard, vous fixez toujours le plafond, épuisé. Ce phénomène, il porte un nom scientifique, les pensées persévératives ou encore les pensées persistantes. Ce terme, en fait, il regroupe à la fois l'inquiétude et la rumination chronique, c'est-à-dire le fait de revenir sans cesse aux mêmes soucis ou de ressasser quelque chose qui s'est déjà produit. On a souvent l'impression dans ces cas-là d'être la victime impuissante de notre esprit, parce que ces pensées elles surgissent de manière automatique et involontaire, sans qu'on puisse vraiment les contrôler. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire. Alors, il est clair qu'on ne peut pas empêcher ces pensées de se manifester, mais on peut, en comprenant comment elles fonctionnent, les limiter et surtout y réagir différemment. Et le point de départ, c'est ceci, c'est que en psychologie, les pensées persistantes sont considérées comme un comportement appris, ou plus précisément comme des habitudes que notre esprit a acquises au fil du temps. Alors, comment est-ce que les pensées persistantes deviennent-elles des habitudes? Ici, le modèle de référence a été proposé par les psychologues Edward Watkins et Suzanne Nolen-Oxema en 2014. Selon eux, 3 conditions transforment une pensée répétitive en habitude mentale. Premièrement, un problème qui reste chroniquement non résolu, un souci qui ne trouve pas d'issue et qui maintient la pensée active. Par exemple, des difficultés financières qui vont durer depuis des mois. Deuxièmement, la pensée elle doit survenir de manière répétée dans le même contexte, c'est-à-dire au même moment ou au même endroit, ou encore dans le même état émotionnel. Donc par exemple, chaque soir au coucher, quand l'esprit n'est plus occupé, les mêmes inquiétudes vont ressurgir et à force de répétition, ce moment va devenir un déclencheur automatique, exactement comme pour une habitude comportementale. Troisièmement, le style de pensée doit être abstrait et passif plutôt que concret et orienté vers l'action. Au lieu de se dire « demain j'appelle la banque pour renégocier mon crédit », on tourne en boucle sur « pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours ?» ou « pourquoi est-ce que je suis nul avec l'argent ?» C'est ce style passif qui empêche la pensée d'aboutir à une solution et qui permet au cycle de se répéter jusqu'à devenir automatique. Mais attention, ça ne veut pas dire que les personnes qui ruminent ont un cerveau globalement moins flexible que les autres. C'est ce qu'a montré une étude de Art Tarson et ses collègues en 2020. Les neurosciences en fait vont distinguer 2 systèmes qui guident nos actions. Le système dirigé vers un but, où on agit en fonction de ce qu'on veut obtenir, et si le résultat perd sa valeur, on s'adapte, c'est flexible, et le système habituel où on agit par automatisme parce qu'un geste a été répété et répété, tant de fois qu'il se déclenche tout seul, même si le résultat n'en vaut plus la peine. Par exemple, si vous prenez toujours le même chemin pour aller au travail, et si un matin vous devez faire un détour par la poste, vous pouvez vous retrouver quand même à faire votre trajet habituel sans y avoir pensé. Alors pour savoir lequel de ces 2 systèmes domine chez les gens qui ruminent, les chercheurs ont utilisé une tâche où l'on apprend par essai et erreur à associer une action à des boîtes de couleurs différentes, jusqu'à ce que ça devienne un réflexe. Et puis les règles changent, certaines boîtes ne rapportent plus rien, voire font même perdre des points. Est-ce qu'on arrive à retenir son geste malgré le réflexe acquis? Si oui, ça veut dire que notre système est dirigé vers un but, et sinon, si on continue d'appuyer machinalement, c'est le système habituel qui a repris le dessus. Le résultat surprenant, c'est que les gens qui ruminaient s'adaptaient tout aussi bien que les autres. Leur système, dirigé vers un but, en fait, il fonctionnait parfaitement. Autrement dit, la rumination, c'est pas un signe que on a un cerveau globalement moins flexible, mais c'est une habitude, en fait, qui est cantonnée au domaine émotionnel, quelque chose qu'on a appris. Et parce que c'est une habitude, on va aussi pouvoir agir dessus. Une habitude, ça s'apprend, mais ça peut aussi se désapprendre. Les mêmes chercheurs qui ont identifié ce mécanisme, ils vont aussi proposer des pistes pour essayer de le désamorcer, notamment en s'attaquant aux 3 conditions dont on a parlé précédemment. Donc le premier levier, c'est le problème non résolu. Donc ici, Watkins et Nolen-Oxema n'ont pas de recette miracle nécessairement pour résoudre nos problèmes, mais ils pointent que c'est le style de pensée, abstrait et passif, qui va empêcher la résolution. Donc se demander pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours, ça ne fait pas beaucoup avancer les choses, il faut plutôt se demander comment est-ce que je peux avancer qui ouvre des solutions. Il y a des essais cliniques qui montrent que s'entraîner à ce style de pensée concret, ça va réduire la rumination et la dépression. Le deuxième levier, c'est le contexte répété qui déclenche la pensée. Ici, il y a 2 stratégies possibles. La première, c'est d'identifier et de modifier les déclencheurs. Si vous ruminez systématiquement le soir au coucher ou dans votre voiture, vous pouvez essayer de changer ce contexte. Ajouter une activité, occuper votre attention à ce moment-là,
ça peut suffire à interrompre le déclenchement automatique. Mais le déclencheur principal de la rumination, c'est souvent un état interne, c'est-à-dire le stress, la tristesse, l'humeur, qu'on ne peut pas vraiment éviter. Alors du coup, on peut utiliser une seconde stratégie, sans doute la plus importante, qui va être de remplacer la réponse habituelle par une autre réponse qui va être incompatible avec la rumination dans ce même contexte. Donc par exemple, comme on l'a dit, au lieu de se poser la question pourquoi, on se pose la question comment, on va se recentrer par exemple sur des détails concrets aussi de la situation. Le mot-clé, ça va être de s'entraîner, de pratiquer encore et encore, jusqu'à ce que la nouvelle réponse elle devienne elle-même automatique. Alors évidemment, on ne va pas désapprendre des années de rumination en une seule séance, donc il va falloir s'entraîner. Troisième levier, ça va être le style de pensée abstrait et passif, c'est sans doute le levier le plus puissant, parce qu'il agit à la fois sur l'habitude et sur la résolution du problème dont on a parlé avant. Ici, c'est pas le contenu de nos pensées qui va poser problème, c'est la manière dont on va penser. En fait, deux personnes peuvent avoir la même inquiétude, celle qui se demande quelles actions concrètes je peux faire demain, va s'en sortir mieux que celle qui va tourner en boucle sur pourquoi j'y arrive jamais, ou pourquoi moi. Changer ce style de pensée, c'est vraiment ce qui va empêcher la rumination de se cristalliser en habitude et qui va permettre de progresser réellement vers une résolution des problèmes qui l'alimentent.